Dossier de presse. Article écrit par Jean Moscatelli, intitulé Entretien posthume avec René Guénon, paru dans Images, Le Caire, le 20 janvier 51. La mort de René Guénon, survenue au Caire l'autre semaine, a été rapportée dans la presse par des entrefilets qui ont rendu hommage à son œuvre de métaphysicien, sans toutefois la commenter plus longuement. C'est que, exposée dans 16 livres dont certains sont introuvables, celle-ci n'est guère abordable sans une patiente préparation. Si le nom et même la pensée de René Guénon sont familiers dans un groupe restreint de gens préoccupés par l'ordre et la vérité, il n'en est guère du grand public qui, à la nouvelle de sa mort, s'est demandé « Mais qui est René Guénon ?» Certes, les journaux ont signalé qu'adonné à des études sur le mysticisme, ce penseur français, établi en Égypte depuis de longues années, s'y était converti à l'islam après avoir fréquenté El-Azhar, et il y avait même acquis la nationalité égyptienne. Vivant très retiré, son domicile et son mode de vie, il s'était marié à une égyptienne dont il a eu des enfants, n'ont jamais été exactement rapportés par les écotiers. Le fait est que René Guénon s'est toujours refusé à paraître devant son œuvre. L'anonymat, pensait-il, est propre au message spirituel, et cela depuis l'origine de la tradition dont il était devenu malgré lui un des fidèles et un des chercheurs les plus en vue. Qu'importe en effet que René Guénon soit mort à 65 ou 70 ans, qu'islamisé, mais il s'agit d'un islam en marge et versant dans l'ésotérisme. Il ait adopté le cafetan de Cher, que sa conversation fut amène et que son visage fin rappela celui de Richelieu peint par Philippe de Champaigne. Ce qui compte, c'est le message qu'il a laissé. Message mystérieux parce que peu et mal connu en dépit de la diffusion par les éditions Payot et Gallimard de 3 de ses livres les plus accessibles. Orient et Occident, la crise du monde moderne et le règne de la quantité. Pour vulgariser, mais est-ce possible de le faire dans un article, les grandes lignes de l'œuvre guénonienne, qui assure d'aucuns aura des conséquences aussi vastes que l'humanisme de la Renaissance, je me suis hasardée à imaginer ci-après un entretien avec René Guénon que je n'ai jamais rencontré, mais dont j'ai essayé de lire attentivement une douzaine d'ouvrages. Les interviews imaginaires, depuis qu'André Gide en a écrites, n'engagent que celui qui les rédige, n'éclairant somme toute que sur celui-ci. Je veux pourtant souligner que les réponses que je prête à René Guénon et qu'il est censé avoir faites à mon questionnaire sont toutes puisées littéralement dans ses livres. C'est son propre texte que je transcris, mais bien entendu, détaché des commentaires qui l'accompagnent et qui s'étendent sur des centaines de pages. Au reste, ces extraits ont paru dans l'ouvrage de Jacques Marcirot sur René Guénon et son œuvre. Puis cette forme de présentation que j'ai adoptée pour m'adapter au cadre d'un magazine renseignait quelque peu les curieux d'une des œuvres les moins connues et les plus profondes de notre temps que les circonstances ou le destin ont fait écrire en partie sur les bords du Nil dans une modeste demeure de la banlieue du Caire, à Duki. Une interview, s'étonne René Guénon. Elle est incompatible avec mon mode de pensée. Pourtant, ce mode de pensée que vous avez exposé dans maints ouvrages le public, qui ne peut aborder ceci sans une longue préparation, n'est-il pas en droit d'en connaître un aperçu ? Les idées pures n'ont jamais constitué la propriété de tel ou tel individu, déclare formellement René Guénon. Il importe peu de déterminer la provenance de telle ou telle idée, et les particularités biographiques de ceux qui les ont exposées et interprétées sont sans importance. Soit, mais quelles sont ces idées ? Au monde et à la pensée moderne s'opposent la pensée et les mondes traditionnels aux formes multiples, mais harmonieusement fondues dans l'ordre résultant de la tradition qui est unique. Cette tradition est liée à une métaphysique où sont inclus les principes. Mais ce qui dépasse le plan humain, étant incommunicable, il n'est guère possible de l'exprimer que par l'emploi des symboles. La croyance à la civilisation, poursuit René Guénon, est plus ou moins ébranlée chez des gens qui, naguère, n'auraient pas osé la discuter. Le scientisme est actuellement en déclin,
Toutefois, il ne s'agit pas de remplacer le rationalisme par l'intuitionnisme ou le matérialisme par le spiritualisme. Tout cela se vaut. Toutes les opérations intellectuelles initiales doivent s'attacher d'abord à se familiariser avec les symboles, même sans se soucier de leur signification, puis à les interpréter graduellement dans leur sens superposé. Le déséquilibre contemporain provient de ce que l'action propre à l'Occident a pris le pas sur la connaissance que détenait l'Orient, l'activité sur la contemplation. Les sciences naturelles, les sciences actuelles, ne sont que des résidus des sciences traditionnelles, dont nous ne savons presque plus rien. Le monde moderne est caractérisé par l'individualisme, le souci de tout limiter à l'humain. Cet individualisme est une forme de l'humanisme, et ce qu'on a appelé le laïcisme en est un résultat. Le collectivisme ou l'étatisme en sont aussi des extensions. L'individu ne représente en réalité qu'une manifestation transitoire et contingente de l'être véritable. Il n'est qu'un état spécial parmi une multitude infinie d'autres états du même être. L'individualité humaine n'est pas précisément l'état corporel seul, mais comporte en outre divers prolongements qui, avec l'état corporel, constituent le véritable état de l'existence individuelle. L'au-delà existerait donc bien ? Il n'y a pas deux modes, ici-bas et au-delà. Il y a une série indéfinie et hiérarchisée de mondes, ou plutôt d'états d'existence, de sorte que l'immortalité ne peut pas être atteinte dans l'autre monde, mais au-delà de tous les mondes, c'est-à-dire de tous les états inconditionnés. Il y a donc en l'homme un état subtil ? Oui, mais c'est un ensemble de forces plutôt qu'un corps, et il échappe à l'observation physique. Dans le domaine métaphysique où aucune expérience n'est possible, le possible et le réel sont identiques. La connaissance métaphysique, c'est la prise de conscience effective des états supra-individuels. Ce n'est pas en tant qu'homme que l'homme peut y parvenir, mais c'est en tant qu'il est autre chose qu'un être humain. Comment concilier l'éternité et le temps, l'esprit et la matière ? L'éternité, précise René Guénon, est le non-temps. Appeler éternité une durée indéfinie est une erreur du même genre que celle qui consiste à croire que l'espace est infini. Par ailleurs, esprit et matière doivent être envisagés simultanément dans l'unité d'un principe commun, d'ordre universel, dans lequel ils sont également contenus, non plus comme opposés, mais comme complémentaires, par polarisation. Pour celui qui vit au centre, tout est unifié, car il vit dans l'unité du principe. Et le vrai péché, entre guillemets, c'est tout ce qui est contraire à la concentration spirituelle, à l'unité. Dans le symbolisme chinois, on trouve deux arbres ayant même racine et se rejoignant de même par leurs branches. C'est le processus de la manifestation universelle. Tout part de l'unité et revient à l'unité. Dans l'intervalle se produit la dualité, division ou différenciation, d'où résulte la phase d'existence manifestée. Il y aurait donc corrélation entre l'humanité et l'ordre cosmique ? La relation qui existe entre certaines phases critiques de l'histoire de l'humanité et certains cataclysmes se produisant suivant des périodes astronomiques déterminées en est l'exemple le plus frappant. Du reste, ajoute René Guénon, dans le cours du développement cyclique, la manifestation cosmique tout entière et la mentalité humaine qui est incluse suivent à la fois une même marche descendante, qui est celle d'un éloignement graduel du principe ou de la spiritualité première. Chaque période de l'histoire correspond à un moment cosmique. Cette marche peut être décrite comme une matérialisation progressive du milieu cosmique lui-même. Corrélativement, apparaît alors chez l'homme la conception matérialiste, une sorte d'amoindrissement qualitatif donnant plus de prix à tout ce qui ressort de la quantité. Mais ces cycles, la tradition les considère dans l'acceptation la plus générale du terme, comme représentant le processus de développement d'un état quelconque de manifestation. La descente,
s'effectue avec une vitesse toujours accélérée. Évaluées en années ordinaires, les périodes cycliques apparaissent fréquemment dans la tradition en 4 tranches, de 25 920, 19 440, 12 960, 6 480 ans, formant un total de 64 800 ans. Ces chiffres, qui se tiennent dans des limites vraisemblables, peuvent fort bien correspondre à l'ancienneté réelle de la présente humanité terrestre. Et l'actuelle prépondérance de l'Occident présente une correspondance significative avec la fin du cycle. En somme, nous approchons de la fin du monde. Quand on considère la fin du cycle au point de vue particulier de ce qui doit être détruit parce que sa manifestation est achevée et comme épuisée, cette fin est certes catastrophique au sens où ce mot évoque l'idée d'une chute irrémédiable. Mais d'autre part, au point de vue de la manifestation, celle-ci, en disparaissant comme telle, se trouve ramenée à son principe. Et cette même fin apparaît alors comme un redressement. Du point de vue traditionnel, vous devez juger bien sévèrement notre société. Dans notre société, les choses contingentes, économiques, sciences politiques, sont seules envisagées. Or, on obtient d'autant plus de résultats dans un domaine déterminé qu'on y limite plus étroitement son activité. Mais à cela, il manque la direction d'une doctrine purement intellectuelle. La réussite d'une civilisation qui pose uniquement sur la matière ne peut être que passagère et néfaste. L'excès même de progrès matériel risque d'aboutir à un cataclysme. Une civilisation qui est sans cesse en mouvement, qui n'a ni tradition ni principe profond, ne peut exercer d'influence réelle sur des civilisations qui possèdent précisément tout ce qui lui manque à elle-même. Si la civilisation occidentale moderne devait s'écrouler sous la poussée des appétits désordonnés qu'elle a fait naître dans la masse, il faudrait être aveugle pour n'y voir le juste châtiment de son vice fondamental, le choc en retour de sa propre action. L'occidental, il appelle progrès, marcher dans n'importe quelle direction. Certes, il n'en a pas toujours été ainsi, et le Moyen-Âge européen est une des civilisations traditionnelles qui, avec celle de la Chine et des Indes, était marquée d'intellectualité pure. Dans ces éléments essentiels, la civilisation musulmane est rigoureusement traditionnelle également. De plus, l'islam, occupant une position intermédiaire entre l'Orient et l'Occident, a un esprit beaucoup plus agissant. Quant à moi, ce que je suis intellectuellement, c'est à l'Orient seul que je le dois. Après cette profession de foi, voudriez-vous indiquer quelles sont pour vous les sources de la vérité ? Les voici. Les légendes, les mythologies, le folklore, les rites, les symboles, les théologies, la métaphysique, la cosmologie, les prophéties. En somme, tout ce qu'on nous a appris à mépriser. Sans avoir la présomption d'avoir capté un aperçu de votre position guère commune face à notre société, je renverrai mes lecteurs plus exigeants à vos livres. Je vous remercie d'avoir bien voulu vulgariser à travers cet entretien quelques aspects de votre pensée. Vulgariser ? Faire une guénon en réprimant mal un mouvement d'humeur. Sachez que les doctrines traditionnalistes dont nous avons parlé se refusent à toute tentative de vulgarisation. On ne met pas à la portée de tout le monde des conceptions destinées à une élite. Chercher à la faire serait le plus sûr moyen de les déformer. La vulgarisation propre au monde moderne et occidental est une des formes que revêt le besoin de propagande. On fausse en voulant simplifier. À y bien réfléchir, mon cher journaliste, je préfère que vous considériez cet entretien comme nul et non avenu. Et c'est ainsi que prit fin cette interview que je me suis bien gardée par souci professionnel de ne pas rédiger fidèlement.